Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première étape du Tour de France. Une première étape de folie, un vainqueur belge, un maillot jaune belge. Une étape de fou qu'on va débriefer ensemble. On va essayer pendant ces premières étapes de vous faire une vidéo tous les jours et de publier le plus vite possible pour débriefer chaque étape. Et pour ce faire, je suis avec le meilleur des coéquipiers pour ce faire. Hugo, comment vas-tu? Ça va super, hein, on a passé une journée super à Lille avec plein de fans de cyclistes, mais pas que, des fans qui sont peut-être un peu moins suiveurs. Donc on a vu beaucoup de monde pour ce départ en France, ça faisait longtemps. Et une étape, on va dire, haut en couleur déjà, dès la première étape du Tour de France. Oui, c'est sûr, une étape finalement très disputée. Tout le monde pensait à un sprint. Aux interviews, justement, ce matin à Lille, on a essayé de demander l'avis que ce soit des suiveurs, que ce soit même des coureurs. Pour tout le monde, c'était attention au vent, mais normalement, ça serait un sprint massif. Sprint, il y a eu, massif, non. Du vent, des bordures. Et une étape, si on reprend un peu le fil, avec une belle échappée, une échappée de costaud, qui s'est détachée au tout début de l'étape, avec un Bruno Armirail, un Mathis Lebert, Vercher qui était présent, Benjamin Thomas aussi. Donc une échappée de 5 coureurs qui a pris le lead directement, mais qui a eu maximum 2 minutes 30 d'avance, donc pas beaucoup. Oui, non, c'est sûr, beaucoup de facilité, on va dire, pour partir dans cette échappée, pourtant des hommes forts, comme tu l'as dit. Mais au fur et à mesure de l'étape, on se rend compte que UAE et Visma, ils ont pas trop envie de prendre leur temps pour rouler. Directement, on y va. D'ailleurs, l'échappée n'a pas tenu très longtemps parce qu'au bout de 80 km, je pense, on revient sur cette échappée parce que ça roule, parce qu'il y a des tentatives de bordure. Tu le disais, attention au vent. Chez Visma, on l'avait déjà dit direct à l'interview qu'il y avait des moments où on pouvait peut-être un peu jouer sur ces parties exposées au vent. C'est ce qui s'est passé. On a eu pas mal de fois où ça a borduré. Ça a borduré d'abord les coureurs qui sont peut-être en méforme, comme on a vu Lenny Martinez qui n'était peut-être pas au top. En tout cas, sur cette première étape. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il y a d'autres raisons. On a vu Simon Yates pas au top non plus, Julien Alaphilippe non plus. Mais ça a amené aussi beaucoup de pression, de stress et donc beaucoup de chutes. Parce qu'on a déjà eu 2 abandons ici sur ce Tour de France avec Philippe Ogana qui est tombé, Bissegger aussi. Mais il y a d'autres coureurs qui sont tombés comme Thibaut Neis, etc. Est-ce que tu penses que sans cette accélération de chez UAE et de chez Visma, il y aurait eu ces chutes, on va dire, sur cette étape? On le sait, hein, Van Aert l'a notamment dit au départ, une première étape de Tour de France, il y a souvent beaucoup de nervosité. Surtout une étape pour sprinter, ça a beaucoup frotté. Donc si on met le facteur que c'est la première étape du Tour, que c'est très important pour tous les sprinters de porter un maillot jaune ces dernières années, c'est rarement ou pas souvent le cas. En plus de ça, il y a eu du vent, c'était un parcours assez piégeux, hein, parce que de grandes lignes droites, on reprenait quand même souvent des petites routes avec quelques petites bosses, le Mont Cassel par exemple. Donc voilà, tout ça a fait que des chutes évidemment, c'est malheureux parce que en dehors des chutes, il y a en plus abandon, donc ça veut dire qu'il y a casse. Hein. Je pense que tu en as déjà parlé, mais Ghana pour Ineos c'est très important que ce soit, oui, il peut peut-être jouer sa carte sur les sprints, mais que ce soit pour Carlos Rodriguez ou même pour Axel Laurence ou quoi dans certaines étapes un peu plus difficiles qui peuvent arriver avec un petit groupe au sprint, il est super super important dans ce rôle-là. Bissegger pareil, même si c'est des gars qui vont vite au chrono, il n'y a pas que le chrono et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les prend dans ces équipes-là, donc c'est très important. Après tu as parlé des gars qui étaient un peu moins en forme, c'est une première étape, on ne sait pas comment ils vont réagir. Ce qui est bizarre, c'est que Lenny Martinez, on l'a vu très fort sur le Dauphiné, hein, gagner une très belle étape de montagne. Simon Yates qui sort d'un Giro, on s'est d'ailleurs, lors de la dernière vidéo, posé la question si c'était une bonne idée ou pas. Alaphilippe, je me pose encore des questions. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air top, il a fait un peu le yo-yo. Après, il s'est retrouvé dans un groupe où il finit à plus de 5 minutes. Est-ce qu'il s'économise peut-être un peu pour demain? Ça, je me pose la question. Mais c'est vrai que même si Lenny Martinez a dit qu'il jouait les étapes et le général, c'est quand même fort inquiétant. Donc toi, dans les 3 coureurs, est-ce qu'il y a un coureur qui t'inquiète plus que les autres? Lenny Martinez, parce qu'il avait l'air vraiment d'avoir très dur. Il a longtemps été dans le yo-yo. Heureusement pour lui, d'abord au début on a fait barrage, mais après il a su être un peu dans la file des voitures et il s'est battu longtemps. Alors certes, c'était une étape difficile, il y a eu du vent, on a vu, il y a des écarts. On en parlera après, mais par exemple, Remco Evenepoel perd près de 40 secondes à cause de la bordure finale. Mais oui, c'est sûr que ça pèse et puis ça m'inquiète parce que
on ne perd pas. C'est pas amusant d'être dans les voitures, de faire le yo-yo, on fait un tour, surtout Lenny Martinez, qui est jeune, qui est sur le Tour de France, ça doit être une énorme fierté pour lui. C'est pas par passion ou c'est pas parce qu'on a envie de s'économiser pour les autres jours qu'on fait ça, c'est sûr et certain. Ok, avant de passer à la dernière partie de cette étape où il y a eu le sprint, la cassure et les favoris qui sont piégés, les sprinteurs qui se sont fait piéger aussi, on a eu un sprint pour le maillot, enfin un sprint, un combat plutôt, parce qu'il y a eu plusieurs sprints, pour le maillot à poids. On a vu donc Benjamin Thomas et Matteo Vercher. qui se sont un peu fait la guerre. Et il y a eu une chute. Est-ce que tu crois que dans cette chute, Benjamin Thomas mériterait d'être déclassé? Enfin, pas déclassé, mais qu'on lui enlève ce point qu'il a remporté. En tout cas, ça pose question et ça joue aussi sur le maillot à poids parce que Vingegaard, un petit peu en filou, on en parlera après, mais a pris un point lors du dernier grimpeur. C'est vrai qu'en fait, l'étape a déjà été assez dure lorsqu'il y a eu cette chute parce que l'échappée avait été reprise. Ces deux gars-là se sont retrouvés devant uniquement tous les deux pour se jouer le maillot à poids. Matteo Vercher a d'ailleurs reçu le prix de la combativité. Donc voilà, il a quand même eu quelque chose, mais c'est vrai que ça pose question parce qu'il y a d'abord, il le cale un petit peu sur la droite, il referme légèrement la porte. Voilà, ça pose question. Après la chute, je pense que c'est faute à pas de chance. Il était peut-être un peu trop nerveux quand il a lancé son vélo. Mais voilà, moi ce qui m'a surtout fait peur, c'est le peloton qui arrivait derrière, qui heureusement n'était pas très juste avec le GPS parce qu'il y avait quand même 20-30 secondes. Bon voilà, les choses sont faites. Selon moi, j'aurais mis un petit déclassement ou une petite carte jaune parce que c'est vrai qu'il le cale. Puis bon, le lancer de vélo, une chute, ça peut arriver, mais la conjonction des deux, moi j'aurais mis un déclassement. Et toi? Je pense pas parce que déjà mon avis sur les cartes jaunes, je pense que ça doit être vraiment un ultime recours. Donc ça veut dire déjà pour les célébrations ou pour certaines choses, je trouve que c'est un peu inutile. Ici, je pense que au début, il le renferme, c'est certain, mais j'ai pas l'impression que ça a une incidence sur le sprint de Vercher et en plus il lui réouvre la porte directement. Donc c'est comme si il lui disait désolé. Enfin, dans la façon dont il fait le sprint, désolé, j'ai pas voulu t'en renfermer parce qu'en plus c'est un petit virage, c'est pas spécialement en ligne droite. Après pour la chute, ça c'est sûr que non. Pour moi, il mérite pas du tout carte jaune parce que on ne punit pas quelqu'un qui est tombé parce qu'il ne voulait pas tomber. Je pense que on peut pas lui en vouloir pour ça. Donc pour moi, c'était un sprint qui est sous tension avec énormément de stress et d'ailleurs c'est bien de voir ça parce que ça montre que on donne de la valeur à ce maillot et on aimerait bien voir plus de coureurs qui font ce genre d'effort. Donc pour moi, il n'y a pas du tout il ne doit pas y avoir de conséquences de cet engouement pour ce maillot. Maintenant, je vais revenir sur ce que tu as dit. Vingegaard a pris un point. Je pense que c'est quand même, ça montre qu'il n'a pas que peut-être potentiellement la victoire au général en tête. Je pense qu'il s'est retrouvé là et il a eu raison de le prendre. Parce que c'est monté entre guillemets assez calme, il était à l'avant. Pendant les 200-300 derniers mètres de la côte, il était, j'ai envie de dire, tout seul devant, en tout cas tout seul de son équipe, un peu à prendre le vent. C'est un peu dans la même trempe du Dauphiné, en tout cas de la première partie du Dauphiné. On a vu un Vingegaard très 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 actif. On en parlera plus tard pour la bordure, mais il était là devant. Il a fait aucun effort pour prendre ce point. Personne n'allait lui disputer. Je sais même pas s'il a fait spécialement attention. Bon, il était premier, on lui a peut-être dit dans l'oreillette. Tant que tu es là, il y a un point à prendre. On lui a peut-être juste donné l'information. Je pense pas qu'on lui a dit de le prendre ou pas. Mais après, ça reste un petit point. On sait bien que quand les cols vont arriver, ça va vite changer les choses. Mais des fois, ça se joue sur un petit point. Donc voilà, maintenant, je pense pas que c'était intentionnel. Il a fait zéro effort. Il a encore prouvé qu'il était actif, qu'il roulait à l'avant. Donc un peu un nouveau Vingegaard qui nous confirme un petit peu ce statut-là, en tout cas dans les étapes hautes que de montagne. Donc même s'il sera peut-être inférieur, ou en tout cas j'espère voir de la bagarre, mais il montre qu'il a envie, il montre qu'il en veut. Et d'ailleurs, je vais te laisser expliquer un peu la suite de l'étape, mais c'est un peu grâce à lui que la vraie bordure part, en tout cas grâce à l'équipe Visma notamment. C'est l'équipe Visma, mais c'est surtout, oui, comme tu l'as dit, Jonas Vingegaard qui lance l'offensive, qui se place avant une grosse relance exposée au vent, qui étire tout le peloton tout d'abord dans un premier temps, et puis après la relance, on appuie encore plus fort, et au final, on se retrouve très bien mis avec trois hommes de chez Visma, mais aussi Tudor, Alpecin qui relaie parce que c'est des alliés de circonstance. Malheureusement, il y avait Tadej Pogačar. Je pense que cette bordure n'aurait pas eu cet impact-là si Tadej Pogačar n'était pas dans le groupe. Mais on isole des concurrents quand même assez sérieux. Déjà, on peut parler de Remco Evenepoel, mais aussi de Joao Almeida.
c'est quand même un coureur qui pourrait rivaliser aussi au podium. On parle de Lipovic, on peut parler de Roglic. C'est tous des coureurs qui n'étaient pas présents dans cette échappée. Oui, c'est sûr. Et puis, des alliés de circonstance. Mais on a surtout vu l'équipe l'équipe du vainqueur, hein, l'équipe Alpecin, Oui. rouler énormément, avec un Mathieu Van Der Poel super actif, à Canon Groves aussi. Ils ont roulé presque tous les deux, en plus de faire ce train dans le final. Après, l'équipe Alpecin était à 5 devant, Ouais. avec Ricard aussi. Donc, franchement, chapeau à cette équipe-là. On a vu à Tim Wellens très fort. Dans un premier temps, pas spécialement beaucoup roulé, parce qu'il y a peut-être Almeida derrière. Puis je pense qu'on a dit, c'est bon, pour y aller. On préfère gagner du temps sur Remco que ne pas spécialement creuser et avoir Joao encore dans le coup. De toute façon, c'était fait et ça allait quand même creuser. Donc on a vu un Wellens rouler beaucoup. Et à part Wellens et Alpecin, les autres c'était un peu patinette. Il y avait quand même beaucoup d'équipes représentées avec plusieurs coureurs. L'équipe Tudor notamment, avec un Trentin, Mayhofer à l'avant. À l'heure aussi. À l'heure qui était là, ils étaient là à 3. On avait aussi l'équipe FDJ avec Clément Rousseau, Paul Penhoet, pardon. Ouais. Donc il y a quand même pas mal d'équipes représentées à plusieurs OX. avant. Je pense que s'il y a bien une équipe que l'on peut dire qui n'a pas roulé pendant toute une période et qui s'est réveillée seulement dans les derniers kilomètres, c'est une OX. Ils avaient 4 coureurs, c'est quand même un nombre conséquent. Pourtant, on les a pas trop vus. Ils ont gardé un train pour le sprint. Malheureusement, je pense que je suis pas sûr que le choix de Warren Scholl était le bon parce que Freedom avait l'air vraiment très fort. Mais ils ont quand même fait un podium sur le Tour de France. C'est quand même pour une OX, une équipe invitée. Enfin, pas, je sais plus si, oui, si, invitée. C'est quand même exceptionnel. Ils sont pas loin. J'y ai cru à un moment donné qu'ils allaient pouvoir rivaliser avec Jasper Philipsen. On a vu un Girmay aussi qui a pu potentiellement gêner Philipsen. Si Philipsen ne lance pas au moment où il le fait, il peut se retrouver enfermé et Girmay peut remporter l'étape. Donc, je pense que Girmay m'a rassuré. Enfin, je sais pas si toi tu t'as rassuré. Oui, surtout qu'on n'en a pas parlé, mais il prend des points à l'intermédiaire qui a été remporté par Jonathan Milan. Deuxième Girmay, je pense, devant Kokar et Jasper Philipsen, entre guillemets seulement, même si on sait bien qu'un sprint intermédiaire, on ne donne pas tout, ça dépend de comment on est lancé. Mais Girmay avait déjà pris un petit ascendant sur Philipsen. Je pense que, certes, c'est que la première étape, mais ce sera peut-être les deux qui vont un peu se bagarrer pour ce maillot vert. Et Girmay, contrairement à Philipsen, tout seul à l'avant, il s'est faufilé, il s'est placé, et puis il était dans les barrières, on a cru qu'il allait peut-être être enfermé, finalement, il a su partir, et Philipsen était trop fort, mais intéressant, en tout cas, oui, moi, il m'a rassuré par ce sprint intermédiaire, par cette arrivée, il se place déjà au maillot vert, il vient chercher un beau podium ici, donc non, chapeau Girmay, surtout qu'il était tout seul, bien lancé par Rex à l'intermédiaire, mais non, chapeau. Si tu devais dire quelqu'un qui a été piégé dans les sprinters ou une équipe, qui tu dirais que tu trouves ça décevant? Décevant, tout le monde va dire Quick-Step avec Merlier, surtout qu'ils avaient Remco, et que malheureusement, là où on aurait peut-être pu penser que l'équipe, je vais pas dire en gagnerait, mais ne perd pas de temps, là, ils avaient objectif de victoire d'étape. Je pense que quand on fait une interview au départ, on prend toutes les précautions, on ne dit pas on veut gagner, on est sûr de gagner, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, en tout cas d'attente sur Merlier, tout le monde en parlait, même lui, et je pense que s'il ne le disait pas, je pense que l'équipe, je vais pas dire s'attendait à gagner, mais était prête, ou en tout cas se voyait peut-être gagner. Ça n'a pas été le cas, en plus Evenepoel perd du temps, donc mauvaise journée pour eux, surtout que demain on n'est pas sûr que ça arrive au sprint, donc finalement peut-être pas de victoire, peut-être pas de maillot pour Remco. Remco, on le voyait prendre du temps au chrono. Là, son but, ça peut-être de reprendre sur ce qu'il a perdu, parce que je sais pas s'il saura refaire 40 secondes sur un Pogacar ou un Vingegaard. Ce que j'allais dire, est-ce que tu crois que donc le maillot jaune est déjà définitivement fini pour l'équipe Quick-Step sur ce Tour de France? Je pense que pour Merlier, oui. Je vois pas comment Merlier reprendrait du temps à Philipsen. Pour Evenepoel aussi, au final. C'est possible, mais reprendre autant de temps sur Vingegaard et Pogacar, je le verrais bien prendre 20, 25, 30 secondes. Peut-être qu'il va nous faire démentir. Il est au sommet de son art en chrono. Mais voilà, c'est dommage. Ça part de mauvais augure parce qu'il n'y a pas de chute, il n'y a rien. C'est une bordure. L'équipe Quick-Step est quand même une équipe au départ de classique, belge. Puis même si on devait jouer avec Merlier, je pense qu'à un moment donné, quand on joue le général avec Remco, qu'on sait que c'est un peu cuit, limite mettre Merlier, Van Lerberg à rouler, tant pis. Mais c'est le jeu. On a essayé de jouer un peu sur le tableau.
Et là, ben, en tout cas pour cette première Ouais, mais journée, est-ce que on a déjà un peu perdu. est-ce qu'il manquait pas justement un coureur qui pouvait sentir déjà de un ce vent qui allait tourner, le fait de sentir le moment où il faut commencer à rouler, remonter, parce que l'air de rien, ben, comme tu dis, Merlier, Van Lerberg, ben, c'est des deux coureurs flandriens, mais c'est pas des coureurs non plus qui ont l'habitude de rouler, qui sont des gros moteurs, c'est des coureurs qui sont très rapides, qui ont une pointe de vitesse quand même assez forte. Mais s'il faut faire un gros effort pour pouvoir faire rentrer un groupe, je pense pas que je choisirais les deux dans le top 20 ou 30 mondial, Ouais. quoi. Donc je pense que là, il manquait peut-être un coureur. Je vais te demander lequel, mais aussi pour moi, il y a eu une grosse déception autre que Soudal Quickstep. C'est aussi la Lidl Trek. Avec une équipe toute construite autour de Jonathan Milan, on peut pas se permettre de louper un objectif comme celui-ci. Et d'autant plus qu'on fait le sprint intermédiaire, on montre nos ambitions, on le fait quand même assez bien parce que Jonathan Milan va remporter ce sprint. Donc pour moi, il y a cette déception-là, mais aussi, donc, est-ce que tu avais un coureur en tête pour le Soudal Quickstep? Bon, je saurais pas dire, mais après, c'est vrai que on parle de rouleur. Je sais pas s'il est en forme. On aurait un Ilan Van Wilder, par exemple, qui sait en plus beaucoup aider en montagne. Bon, après, dans le vent, sur des grandes routes, c'est au départ un rouleur, ou même un Mattia Cataneo, Ouais. qui sur ce genre d'endroit peut aider. En fait, la Mais c'est pas difficulté, c'est. Flandrien. Oui, mais il y a déjà deux gars qui sont déjà un peu là à 100% pour les sprints. Et si on remet un gars qui, certes, sait bien rouler, mais voilà, c'est ça tout le problème. On risque, on essaye d'un peu gagner sur deux tableaux et finalement on perd. Mais comme tu l'as dit, la Trek, et puis j'ai envie de dire dans un second temps la Lotto, parce que la Lotto, contrairement à la Trek et à la Quickstep, eux ils jouent presque sur un tableau. Alors ils ont beaucoup de gars qui, comme Van Edvel, comme Berkmoes, où ça leur correspond pas spécialement ce genre d'étape, mais ils n'ont pas un vrai leader pour le général, ou en tout cas un gros leader qui va aller chercher un top 5. Donc je pense que cette équipe-là devait mettre toute l'équipe à rouler, ou en tout cas à rouler au maximum. Et c'est vrai que quand on se dit on peut mettre la Lidl Trek, la Quick Step, l'Auto et plus une ou l'autre équipe qui peuvent rouler, ben voilà, le problème c'est qu'on sait où sont les forts. Et dans le vélo aujourd'hui, ben, un gars en forme, un gars fort, il est fort sur tous les terrains. On l'a vu à l'avant, même si chez UAE on avait Pogacar, Wellens, et chez Visma ben, on avait Jorgensen, Benoît et Vingegaard. Ben, ils sont à l'avant, ils sont forts, alors que leur spécialité première c'est de grimper. Donc voilà, mais après, il y avait des sprinteurs présents à l'avant, il y avait des équipes. C'est une question d'attention. C'est voilà, il y a des coureurs qui seront peut-être mieux après une première étape. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau des leaders? Ben, les deux grands ont répondu présent, voire plus que présent. Et Remco, Skelmos et les autres, ben, c'est dommage. Moi, je vais revenir sur l'attitude de Jonas Vingegaard. Je trouve que il m'a fait plaisir aujourd'hui. Ça montre qu'il a beaucoup enfin, il essaye de faire quelque chose. Il se rend compte peut-être aussi que son terrain de prédilection, qui est la montagne, bah, il va peut-être pas être le meilleur face à Pogacar. Donc, il a un peu donné de sa personne pour. On montre qu'il a un peu la rage et qu'il veut gagner du temps déjà dans ces 10 premiers jours qui ne sont pas de la montagne. Il n'y a pas de col pendant 10 jours. Eh ben, il s'est dit, je vais quand même essayer de prendre du temps. Il a l'air d'être en forme. Je pense que ça l'aide. Mais il n'y a pas que la forme qui compte. Parce que je suis sûr que Lipovic, je suis sûr que Remco Evenepoel, ils sont en forme. Ils l'ont montré. Ils ont fait des championnats nationaux extraordinaires. Ils ont été au Dauphiné. Ils étaient vraiment très en forme. Mais sur le plat, comme ça on voit que il faut aussi une attitude. Il faut peut-être carrément switcher de mental et de se dire allez, hop, on y va, on va à la guerre. Et je trouve que Vingegaard, il a gardé cette mentalité. Et je pense que Pogacar, il doit rester sur le qui-vive. Ouais, et sinon, ben, la question que je vais te poser, c'est il y a un point positif, c'est pour savoir ce que tu en penses, c'est que Tudor, UnoX, avait des gars à l'avant, on fait des résultats. Tudor, ils font 5e et 9e avec Trentin et Meyerhofer. UnoX, ils sont sur le podium, ils étaient 3 à l'avant. Et encore, on ne sait même pas s'ils ont choisi la meilleure carte, seuls eux peuvent le savoir. Ben, qu'est-ce que ça représente, selon toi, pour des équipes comme ça, des équipes invitées, des équipes pour qui c'est leur premier ou leur deuxième Tour de France, des équipes qui rêvent du World Tour et de monter, ben, c'est super important, mais c'est la preuve aussi qu'ils sont au niveau et qui n'ont rien à envier à d'autres équipes qui n'étaient pas là. Moi, je pense qu'il y a des coureurs qui l'ont joué vraiment malin. Enfin, des équipes en tout cas qui l'ont joué malin. Je pense que Tudor et UnoX en font partie parce que sur le papier, c'est pas les plus forts. Bon, ils ont des talents énormes.
Je pense qu'ils ont vraiment le droit d'être sur le Tour de France, mais on peut mettre, je pense, quand même 4-5 mecs devant Warren Cole. On peut mettre 4-5 mecs devant le plus rapide de chez Uno-X. Mais il y avait aussi, donc, comme tu l'as dit, Tudor, mais il y avait aussi Total. C'est des équipes Ouais, même FDJ qui mettent 2 mecs dans le top oui, 7. c'est pas les meilleurs World Tour. Ici, on n'a aucun coureur de chez Bora. On a aucun coureur de chez Soudal, aucun coureur de chez Trek. Donc, c'est quand même, je pense, décevant pour les meilleurs teams, top teams, de rater l'objectif qui est préparé depuis sur des tablettes et dans des stages. Ça fait peut-être 3 ou 4 jours qu'on bassine tout le monde avec le sprint, qu'on en a carrément oublié la course avant. Et je pense que vraiment, on doit avoir déjà une première remise en question, déjà aujourd'hui, surtout pour moi, chez Lidl Trek. Parce que chez Soudal, on pouvait s'attendre à ce que ça arrive, ça pouvait arriver, parce que jouer sur 2 tableaux comme ça, c'est compliqué. Mais chez Lidl Trek, il n'y avait pas de question possible. Tout le monde devait rouler. Hormis Jonathan Milan, tout le monde devait rouler. Il a manqué peut-être un homme en forme. Thibonnet s'est tombé aussi. On a sacrifié Quinn Simons très tôt. Est-ce que c'était une bonne solution ? Je pense pas que c'était une bonne solution. Je pense que l'équipe avait confiance en ce qu'elle faisait. Et puis, comme tu l'as dit, on a mis dans la tête de tout le monde que ça allait être un sprint. On parlait un peu de vent, mais on s'attendait pas dans des proportions comme ça. Même s'il n'y a pas 3 minutes à l'arrivée, mais sur une première étape, perdre autant, c'est quand même énorme. Et puis, oui, faire rouler Quinn Simons, un coureur de si grande qualité. Et c'était un peu notre peur, on en a parlé dans la dernière vidéo. Il est aligné pourquoi ? Parce qu'il est en forme, c'est bien, mais est-ce que c'est pas pour le mettre rouler d'un peu depuis le début ? Malheureusement, on en a un peu la réponse et ça va pas en s'arrangeant parce que s'ils ont déjà perdu du temps, va falloir soit essayer de reprendre, soit ils vont peut-être encore y croire, rouler pour Milan, mais selon moi, c'est pas la bonne solution. Il y a d'autres équipes quand tu es au départ. Certes, tu es dans les 3 formations les plus citées, mais il faut pas rouler tout seul ou en tout cas aller voir Soudal et aller voir l'équipe de Philipsen pour aller dire les gars, on va rouler ensemble. Surtout que Visma et UAE a roulé quand même assez vite. On a montré qu'il y avait une entente assez facile que pour pouvoir aller rallier l'arrivée le plus rapidement possible. Là, j'ai une question qui me vient en tête comme ça. Alors, après coup, c'est beaucoup plus simple de débriefer et de se dire oh, on aurait dû faire ci, faire ça. Mais on a un peu rejeté Mats Pedersen de cette sélection du Tour depuis déjà longtemps. Est-ce qu'au final, cette première étape sur le Tour de France n'aurait pas été parfaite pour un Pedersen ? Je pense que si, je pense qu'il y a pas mal d'étapes qui auraient été bien pour Pedersen, mais celle de demain, même s'il y a quelques petites bosses difficiles, on sait bien que c'est un homme très fort. Il a fait déjà le tour pas mal de fois, je pense que c'était un choix, je pense pas qu'il l'ait mal pris, je pense que c'est une décision commune avec l'équipe, ça fait quand même longtemps qu'on a annoncé que Pedersen ne viendrait pas sur le tour. Moi, je pense comme toi, en tant que fan, c'est dommage, on a envie de le voir, c'est un gars qui fait tout le temps du spectacle. Mais oui, c'est un gars qui a manqué aujourd'hui, c'est sûr et certain, que d'avoir soit à l'arrière ou soit lui aurait peut-être été à l'avant. Certes, Philipsen avait l'air super fort, mais voilà, avoir un Mats Pedersen qui rend peut-être encore la course difficile devant, on ne sait pas comment ça peut se passer, c'est l'assurance de minimum un podium. Minimum, je pense, de l'avoir à l'avant aujourd'hui. Donc oui, c'est sûr qu'il a manqué dans ce final. Et sinon, pour parler des sprinters, je vais parler un peu de ce maillot jaune. Philipsen, je vais te poser la question, quel sera l'objectif de l'équipe demain ? Moi, j'avais envie de dire, ils ont déjà gagné une étape, je pense que demain, ils la joueront peut-être un peu pour Mathieu. Mais selon toi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça avec ce maillot jaune ? Je pense qu'ils ont un maillot jaune. Déjà, ça c'est quelque chose qu'on a envie de garder le plus longtemps possible, surtout pour une équipe comme Alpecin. Je pense que c'est pas une habitude d'avoir un maillot jaune. C'est une équipe de sprinters, c'est pas une équipe avec des coureurs de classement général. Donc on va en profiter au maximum. Demain, je pense qu'il y a que 35 coureurs ou 36 coureurs qui sont dans le même temps. On va essayer de pas perdre ce temps-là sur les coureurs qui sont derrière. Donc les sprinters, punchers derrière, parce que on a des coureurs comme Wout van Aert qui étaient potentiellement un coureur qui pouvait aller chercher le maillot jaune dans les premières étapes, qu'ici ça va être un peu plus compliqué. Merlier, c'était pareil. Ici, le but, ça va vraiment être de suivre, garder ce maillot et un peu se calquer sur la course des coureurs qui étaient dans le même groupe que nous. Parce que c'est très important de garder le maillot jaune, mais il y a aussi un autre maillot qu'il faudra être très très fort pour rester dans la bataille, etc. C'est le maillot vert qui est le réel objectif, je pense, de Jasper Philipsen. Donc, pour moi, le plus important, c'est de se concentrer sur le maillot vert,
essayer de le garder le plus longtemps, le maillot jaune. Mais ça va pas être facile parce que demain, c'est pas dit que ce sera. C'est un peu une étape comme aujourd'hui. Ça peut être piégeux. Ça peut avoir des cassures, avoir des coureurs un peu partout. Donc pour moi, il faudra vraiment faire attention, rouler et de le garder le plus longtemps possible parce que un maillot jaune, ça, je suis désolé, mais ça se garde le plus longtemps possible. On peut parler aussi du maillot blanc, c'est Girmay. Lui aussi, il faudra qu'il essaye de le garder. Oui, bah alors je vais dire mon avis sur le maillot jaune de Philipsen. Je suis pas 100% d'accord avec toi. Je pense que ils vont se dire que la meilleure défense c'est l'attaque. Je pense que demain ils vont vouloir gagner, pas spécialement calquer leur course sur les gars qui étaient devant, parce que comme tu l'as dit, je pense qu'ils vont vouloir garder le maillot jaune. Donc je pense qu'ils vont pas la jouer pour Mathieu, même si on a vu au championnat de Belgique que le parcours était pas très difficile, mais la course était dure. Comment un Philipsen a su suivre Remco, même dans les faux plats, dans les parties difficiles. Il n'est pas impossible qu'ils essayent que Philipsen reste le plus longtemps, passe les bosses soit avec les meilleurs, soit pas très loin. On l'a déjà vu dans des Flandriennes, passer avec Van Der Poel des monts assez incroyables. C'est peut-être un des seuls sprinteurs qui les passe aussi bien. Donc je pense que demain, ils vont en même temps défendre ce maillot jaune et en même temps tout faire pour que Philipsen regagne encore cette étape de demain. Parce que demain, avec les bosses, c'est pas dit qu'il y ait encore Tim Merlier. Même, je pense pas, honnêtement. Parce que ça monte maintenant tellement vite. Peu importe ce qu'il y a sur le parcours, que ce soit une bosse à faux plat du vent, c'est tout le temps à bloc. Donc on utilise vraiment tout ce qu'il y a sur le parcours. Donc je pense qu'ils vont pas la jouer pour Mathieu, ils vont la jouer pour Philipsen, mais qu'ils vont tout faire pour qu'il passe le plus proche de la tête et puis rouler pour qu'il puisse arriver, pour la gagne. Je pense que c'est possible. Et ouais, comme j'ai dit, je pense que leur mindset jusqu'à la fin de la première semaine, ça va être la meilleure défense à l'attaque. Et je pense que jusqu'au chrono, en tout cas, il peut garder ce maillot. Et aujourd'hui, on a eu donc deux équipes qui ont été défaitistes. Demain, quelle est la physionomie de la chose qu'on va avoir pour Lidl Trek, Soudal Quickstep? On va changer de tactique, essayer plutôt d'être vers l'attaque plutôt que la défense? Je pense que oui. Je pense que c'est des équipes en plus où il y a des champions. Alors je dis pas que Remco va essayer d'attaquer dans la dernière bosse, mais je pense que c'est des équipes qui vont vouloir une revanche, que ce soit pour eux-mêmes, pour l'équipe ou médiatiquement, parce que c'est jamais simple, alors que des fois c'est une petite erreur et c'est facile de parler quand on est à l'extérieur de la course. Mais voilà, l'erreur a été faite, ils ont perdu du temps. À eux de le plus vite possible en fait essayer de le reprendre, que ce soit demain ou après. Oui, il y aura le chrono, oui, un tour c'est long. Mais comme on dit pour chaque étape, hein, le tour ne se gagne pas maintenant, mais il peut se perdre dès la première étape. On a déjà vu les grands noms qui ont déjà abandonné. Donc non, je pense que ouais, le but ça va être de se défendre. Et ça m'étonnerait pas de voir une Lidl Trek qui, au pied des dernières bosses, roule à fond pour un Thibaut Nys ou autre. Et un Remco Evenepoel, le revanchard, qui veut reprendre du temps déjà dès demain. Je dis pas non, il faut s'attendre à tout avec lui. Ouais, bah, je pense aussi, et je pense que honnêtement, déjà sur la première étape, ça monte le ton. Ça montre que le Tour de France va vraiment être incroyable. Et je me réjouis de voir les prochaines étapes. Je me réjouis de voir ça. Nous, on va sûrement aller voir un peu le tour sur le bord des routes dès demain. Donc n'hésitez pas, on est sur le tour pour le moment. Donc d'aller sur nos réseaux sociaux, sur l'Instagram de Bidon Collé, allez vous abonner. On essaye de mettre un maximum du contenu pour vous faire vivre la course, ses abords, etc. Donc on essaye d'alimenter ça un maximum. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide de plus en plus. On essaye de faire de plus en plus du contenu de qualité. Moi, ça nous fait énormément plaisir d'être là pour parler de la plus belle course du monde. Ce que je peux vous dire, c'est à demain. Et n'hésitez pas à mettre votre favori pour demain en commentaire. Ciao. Ciao.